avec l'argent, il faut arrêter d'être... On n'est pas en thérapie. C'est ça. Juste essayer de faire des choses logiques. Déjà, commencer par faire des choses logiques et tout va mieux se passer. Non, mais c'est facile à dire pour elle qui a beaucoup de sous, etc. Bien sûr qu'elle peut dépenser, mais en fait, quand les gens ils sont en sécurité financière et qu'ils disent ce genre de phrases-là, c'est comme les gens qui disent oui, non, mais il faut vivre de sa passion alors qu'ils sont millionnaires. Calmos. Il y a plein de gens qui ont juste envie d'avoir de l'argent. Déjà, dans leur vie de tous les jours, le peu d'argent qu'ils ont, ils font rien avec. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont réussir à avoir plus d'argent au final ? Pour continuer à rien faire avec ? Qu'est-ce que l'argent t'a appris finalement ? Maintenant que voilà, t'as pas mal d'investissements, je pense que je peux dire de façon très juste que tu comprends comment l'argent fonctionne. Donc, qu'est-ce que l'argent t'a appris finalement ? Quelle est ta pire expérience sexuelle ? Oh my God! Bye. Hello les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Real Talk Real Shit avec Gigi, le podcast dans lequel je parle de toutes sortes de sujets pour lesquels tout le monde se pose des questions. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi et n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne et d'activer les notifications pour accéder et pour avoir toutes les news de la chaîne. Alors c'est parti! Aujourd'hui, je reçois Maeva aka mon budget bento. Maeva est spécialiste de l'épargne. Son approche est vraiment comment bien épargner pour surtout financer ses projets et investir. Tu es auteur de mon budget sur pilote automatique et donc aujourd'hui tu m'as accordé un peu de ton temps pour venir causer avec moi et je t'en suis très 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 reconnaissante. Dis-moi comment tu te sens Maeva. Je me sens bien. Aujourd'hui en plus il fait beau à Paris. C'est une denrée rare. C'est vrai. Donc non, tout va bien. Je suis très contente d'être là et de faire même si on a déjà parlé au téléphone, mais faire ta connaissance en vrai. Super. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Quelles sont tes origines et quel est ton parcours ? Alors, moi, je suis née en France, mais ma famille elle est d'origine antillaise, donc de la Martinique du côté de ma mère et de la Guadeloupe du côté de mon père. Nice. Et ensuite, c'était quoi le reste de la question ? Quel est ton parcours ? Alors, mon parcours, franchement, j'ai fait un parcours vraiment très classique. J'ai fait un DUG qui n'existe plus maintenant en communication. Après, je suis allée en école de commerce. D'accord. Et mon école de commerce, je l'ai fait en 2 parties. J'ai fait un bachelor. Ensuite, j'ai eu mon fils. Donc, je me suis arrêtée pendant 1 an. Et ensuite, j'ai repris en master. Et mon bachelor et mon master, je les ai fait en alternance. D'accord, ok. Voilà, et puis ensuite, j'ai commencé à travailler. En fait, le lundi, j'ai terminé mon alternance. Le mardi, je commençais dans ma boîte. Et là, je suis toujours dans la même boîte depuis... Ça va bientôt faire 15 ans que je suis dans la même boîte. Super, ça. Du coup, tu as gravi les échelons petit à petit. T'es contente d'être restée ? Ouais. En fait, même si ça fait 15 ans que je suis dans la boîte... j'ai fait 4 ou 5 jobs différents entre les sales et le marketing. Et là, ça fait 6 ans, ça va faire 6 ans que je suis commercial grand compte. Et donc, voilà. Ok. Ça se passe bien, pas trop de stress ? Alors, pas trop de stress. Je vais pas dire qu'il n'y a pas de stress, mais moi, je suis pas quelqu'un qui est très sensible au stress, en fait. Tu vois, la vie suit son cours. Et voilà, moi, j'aime bien dire... Comment je dis ça, je sauve pas des vies, je suis pas chirurgien. C'est vrai. Si je fais, c'est vrai. Si Après, tu gères beaucoup d'argent, donc. Oui, mais si je loupe quelque chose ou si je me trompe dans un email, tu vois, personne va mourir, quoi. Donc, je mets pas la pression par rapport au travail. D'accord. Donc, c'est comme ça, finalement, que tu prends du recul sur tes situations de stress au travail. C'est la même chose pour ta vie, les situations stressantes dans ta vie perso ? Après aussi par rapport au travail, ça dépend beaucoup du manager. Et moi j'ai un manager, il sait que j'aime pas la politique et tout ça, donc il gère tout ce qui se passe avec le top management et comme ça moi je suis là tranquille. Et après dans la vie, après je pense que chacun a sa façon de gérer le stress. Moi c'est plus à l'intérieur. Oui. Mais bon, je suis pas quelqu'un que tu vas voir sur les nerfs ou qui s'énerve ou des trucs comme ça. Moi, je suis très chill. Ouais. Bah, du coup, comment est-ce que tu décrirais ta personnalité ? Ouais, je suis marrante, je pense. Okay. Si je devais dire un trait de personnalité, je pense que ce serait ça, ouais. D'accord. Et un autre ? Ou plutôt, je dirais,
Qu'est-ce qui te met en colère? Tout ce qui est injustice. Les injustices. Bon, on te dira, Maëva, le monde est injuste. Oui, c'est Dieu qui est juste. Voilà, donc je suis souvent en colère. Mais non, j'aime pas les injustices. J'aime pas aussi souvent les raccourcis parce que je suis quelqu'un qui aime bien comprendre les situations, même complexes. Et en fait, quand je vois des gens qui font des raccourcis, ça m'énerve beaucoup parce que je dis non, mais c'est pas juste si tu fais ci, t'auras ça. Si c'était aussi simple que ça, tout le monde le ferait. Donc les raccourcis comme ça aussi, j'aime pas. Je vais en faire un là. Ok. Je vais en faire un là. Bon, je sais pas si c'est vraiment un raccourci, mais tu disais tout à l'heure que donc tu as fait des études, tu es quelqu'un de... Pour ceux qui te suivent, et moi j'ai regardé ce que tu fais, tu es très carré, effectivement. Tu aimes bien être précise sur les éléments que tu donnes. Tu l'as dit quand tu t'es présentée, tu as eu un enfant. Quand tu étais après ton bac+3, après ton DUG, après mon bachelor, après ton bachelor, donc bac+3, c'est ça. C'était une volonté. On pourrait se dire, ok, le raccourci bateau, elle est très sérieuse, mais peut-être pas trop parce que elle a quand même eu un enfant dans sa vingtaine, vingtaine proche de 20 plutôt que de 30. Comment tu expliques ça? Ça arrive. C'était voulu ou... Non, c'était pas du tout prévu. Mais bon, après, j'ai fait mes calculs. Je me suis dit, bon, j'ai déjà fait 2 ans en alternance. Donc, j'avais le droit au chômage. Donc, j'ai fait juste 1 an. En fait, j'ai fait 1 an. J'ai continué à travailler. Je faisais des petits jobs et tout. Et puis après, j'ai fait... quand j'ai eu mon fils, après, j'étais en congé maternité. Et donc, j'ai fait le chômage après, en fait, avoir accouché. Mais de toute façon, je reprenais l'école juste après. Donc... Voilà, c'est ce que j'ai fait. Ouais. C'était pas prévu. D'accord. Mais bien entendu, tu ne regrettes pas. Non, en plus, mon fils, c'est vraiment... J'espère qu'il va pas regarder ça après. Il va prendre des airs. Non, en plus, c'est pas sa personnalité, mais il est vraiment très mignon. Il a 17 ans, mais il est très gentil, en fait. C'est vraiment sa personnalité d'être gentil. Ouais. D'accord. Et justement, ton fils, il a certainement pas grandi dans les mêmes conditions que toi. Non. Donc, même question, c'est justement comment est-ce que tu l'éduques pour qu'il sache que tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail durement accompli et qui continue et que en fait, ça tombe pas du ciel. Alors, je vais pas dire que mon fils, il a pas été éduqué comme moi. Dans les mêmes conditions. Ouais, parce que moi, mon père, il gagnait pas trop mal sa vie. Et en fait, il avait un style de vie qui faisait que même s'il gagnait pas beaucoup d'argent, finalement, nous, on a énormément voyagé, par exemple, quand on était plus jeunes. Donc, moi, j'étais très gâtée. D'accord. Et mon fils est très gâté. Donc, en fait, en ce sens-là, on a tous les deux été gâtés. Mais après, moi, mon père, il est resté longtemps seul après le décès de ma mère. Et puis, moi aussi, aujourd'hui, je vis pas à la hauteur de mes moyens. C'est-à-dire que j'ai une vie... mis à part que ceux qui ont compris comprennent. On verra pourquoi c'est important. C'est-à-dire que, oui, bon, par contre, voilà, mon fils, il va en école privée. Il y a des voyages que lui, il fait que moi, j'ai pas fait. Mais il y a des voyages que moi, j'ai fait que lui, il a pas fait non plus. Donc, finalement, c'est assez différent. Et aussi, je fais pas comme si... en fait, on n'a pas une vie de riche. Même si, statistiquement... On peut me faire tomber dans la case des riches. Mais bon, en même temps, quand tu habites à Paris, voilà, les statistiques nationales, tu vois, quand je parle de... J'aime pas les raccourcis, c'est un peu ça aussi, de dire, si tu gagnes plus que tant, tu fais partie statistiquement des personnes qui sont riches, mais ça prend pas en compte, par exemple, le patrimoine, le fait que moi, je dois payer un crédit. Des gens qui ont beaucoup de patrimoine à la base n'ont pas de crédit à payer, ou des crédits très petits. Donc ça aussi, c'est... Voilà, on n'a pas fait un gap tellement important, mais par contre, il sait que il y a beaucoup de travail derrière, il sait que ça tombe pas du ciel, et même lui, en fait, mon fils, par exemple, il a 17 ans, là, mais mon frère, il travaille dans la fibre, et donc la fibre, c'est t'es dans les égouts, t'es dans les caves, etc., et il travaille des fois pendant les vacances avec mon frère. Super. Donc, il a quand même le sens du travail. Et puis, en plus, moi, je lui donne pas beaucoup d'argent de poche, finalement. Donc, super.
Ça le motive à aller chercher son propre argent. Exactement, super. Je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, quand tu as accouché, tu savais de toute façon que tu allais repartir. Moi, je suis impressionnée parce qu'avoir un nouveau-né et retourner à l'école, enfin, c'est pas pour les, c'est pas pour les fragiles, hein. C'est clair. Comment est-ce que tu t'es organisée pour que ça fonctionne? Gigi, j'ai fait au jour le jour. Ouais, franchement, c'est vraiment ça. Hein. D'accord. Après, moi, j'étais en alternance, donc au moins, j'avais le côté, j'assurais mes revenus. Mais après, au niveau organisation, par exemple, j'allaitais encore quand j'ai commencé l'école. Et donc, le matin, j'allais à l'infirmerie, je tirais mon lait et tout pour rentrer avec à la maison. Ou, tu sais, des fois, les profs, ils disent « Ah, on vous a rajouté un cours ce soir. » Moi, j'étais là « Non, moi, je dois aller chercher mon fils, en fait. Hein. Vous n'allez pas me rajouter des heures de cours, décider de rajouter des heures de cours le matin. » Et puis, moi, j'étais avec le père de mon fils encore à cette époque-là. Donc, on s'était organisé de sorte à ce que ça fonctionne. Il y avait la nounou, il y avait... Enfin, en fait, quand t'es en alternance, c'était comme les gens qui travaillent. Hein. Donc, on s'est juste organisé comme les gens qui travaillent, c'est tout. C'est juste que... Avec l'école, tu dois quand même réviser tes cours, écrire ton mémoire, tous ces trucs-là. Moi, par exemple, quand j'écris mon mémoire, mon fils, il faisait sa sieste sur mes genoux, quoi. Wow. Il dormait sur mes genoux. Possible, et moi, j'étais là comme ça en train de taper mon mémoire. Mais bon, tu fais avec... you go with the flow, hein, tu fais comme tu peux. Exactly. Hein. Du coup, qu'est-ce que cette expérience t'a appris finalement? Qu'est-ce que tu en retires? En fait, moi, dans ma vie, il y a des choses qui se passent. Par exemple, le fait que j'ai grandi sans ma mère, etc., c'est ma normalité. Moi, j'ai jamais vécu sans enfant, en fait. J'étais chez mon père, je suis tombée enceinte, je suis partie, et puis j'ai accouché, tu vois. Donc, finalement, j'ai pas eu d'adaptation à faire. C'est ma vie qui est comme ça, en fait. Donc, j'ai pas vraiment de... leçon à en tirer, c'est plus finalement quand il arrive des choses dans la vie, des bonnes comme des mauvaises, ou tu vois, quand j'ai eu mon fils, c'était peut-être pas le temps où j'aurais préféré tomber enceinte, mais finalement, j'aime bien dire, c'est un peu comme l'investissement, il n'y a jamais de bons moments. Tu vois, c'est il y a un moment, tu arrives à un carrefour, tu prends un choix à gauche ou à droite, et puis après tu juste t'assumes les choix que tu as fait ensuite, enfin que tu as fait, tu assumes les conséquences, quoi. Exactement. Super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Maëva. Pourquoi l'épargne est devenue un sujet de frustration pour beaucoup de personnes? Je pense que la première raison, c'est la hausse des prix qui existe depuis toujours. Hein, l'inflation, il y a toujours eu de l'inflation. Mais sauf que l'inflation, avant, elle était légère. Donc, en fait, on ne le sentait pas forcément. Et puis, avec une augmentation par-ci, par-là, on pouvait arriver à garder un certain niveau de vie. Mais là, ce qu'on a vu au sortir du Covid, c'est que les prix, ils ont explosé. Et là, les gens, ils ont vraiment vu que finalement, on ne peut pas vivre sans épargne parce que le budget qu'on a déjà dans le mois, il va être déjà mangé par tellement de choses qu'il faut mettre de côté pour tous les imprévus ou même tous les projets qu'on a envie de faire, si on a envie de voyager. Puis en plus, je pense que les gens ils dépensent un peu plus avec les réseaux. Ah, un tel est parti à telle destination. C'est les destinations instagrammables, les restaurants instagrammables. Donc, il y a en fait, le style de vie, il est devenu inflationniste aussi. Au-delà de la hausse des prix, c'est tu te fais Deliveroo, Uber Eats, tu vas pas prendre le métro, tu vas prendre Uber. Donc en fait, tout le monde a un peu augmenté son lifestyle finalement, mais les salaires n'ont pas suivi la même courbe. Exactement. Et à chaque fois, les gens me disent oui, mais il y a des moments. Oui, bien sûr, il y a des moments dans la vie où tu peux pas épargner. Mais à part des situations de grande précarité, moi je sais pas, quand j'ai eu mon fils, j'étais en alternance, je gagnais 900 €. Le père de mon fils, il était au SMIC. Et moi, je mettais de l'argent de côté. Et lui, il mettait pas d'argent de côté. Alors qu'il gagnait plus d'argent que moi. Donc, au bout d'un moment, c'est une question aussi de choix. De est-ce que tu vas sacrifier? Alors, moi, je le vois pas comme des sacrifices. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de style ou quoi que ce soit. Donc, tu vois, faire beaucoup de shopping, les vêtements et tout, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Là où je dépense beaucoup d'argent, c'est plus dans les voyages. Parce que moi, j'adore voyager. Mais... sinon, au quotidien, j'ai pas un style de vie
qui coûte cher. Donc, il faut s'adapter. Après, bien sûr, quand tu commences à avoir des enfants, plusieurs enfants, tu as des grosses charges, etc. Mais je dis toujours, essayez d'avoir juste prendre l'habitude. Même si c'est 10 euros, même si c'est 20 euros, même si à la fin j'ai récupéré 15 euros, mais j'ai mis 5 euros. Et puis peut-être que dans 2 mois, je reprendrai que 5 euros. Et puis après, j'arrêterai de prendre. Et puis après, je passerai de 20 à 30 euros. Et puis aussi, avant, je pouvais pas trop argumenter. Mais maintenant, comme j'ai tous les retours de mes abonnés qui me disent « Oui, Maëva, avant, j'arrivais pas à faire comme ci, j'arrivais pas à faire comme ça. Mais maintenant, je me suis réorganisée, j'ai changé ci, ça. » Et on voit que quand les gens... finalement, ils mettent de l'énergie et utilisent leur cerveau, en fait, finalement, et changent certaines choses. Parce que le problème aussi, c'est que les gens, souvent, ils veulent du changement sans changer. Exactement. Par exemple, d'un point de vue professionnel, il y a des personnes, par exemple, qui sont fonctionnaires et qui vont dire « Oui, Maëva, j'aimerais bien gagner mieux ma vie, mais par contre, je ne veux pas passer de concours. » Bon. C'est vraiment le beurre, l'argent du beurre, la fermière. Ouais, là, c'est les poules, les vaches. c'est tout. Ok, d'accord. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, en fait, il faut de la volonté. À la fin de la journée, c'est comme les fumeurs de cigarettes. Bon, les gens qui arrêtent de fumer la cigarette et qui vont à la cigarette électronique, messieurs et mesdames, vous fumez toujours. Donc, sauf que vous ne connaissez pas encore les conséquences de cette nouvelle consommation. Tu sais, moi, ça me fait toujours marrer. J'ai des collègues ou même dans mon entourage, non, mais j'ai vraiment arrêté de fumer. Comment ça, tu as arrêté de fumer? Frère, tu fumes la cigarette électronique. Bref, je pense qu'il y a un désir de volonté et on en parlait en off au téléphone. Et je sais pas si je pense pas que je suis une personne qui glorifie la struggle life, parce que moi je veux la soft life et je sais qu'il y a un prix, je sais le prix à payer qu'il faut pour arriver à cette soft life là, mais en fait ce que je me dis c'est que cette volonté-là, tu sais, qui est intrinsèque, qui sort vraiment de ton ventre, de ton âme, de ton cœur, c'est-à-dire qui allie les trois, spirituel, mental et physique. Faut vraiment que tu sois dans le trou. Après, tu me dirais, t'as des personnes comme toi qui ont eu cette faculté-là de ne pas rentrer dans le trou, mais je pense que t'as au moins un petit quand même 60% qui doit aller dans le trou pour trouver cette volonté-là de dire non, je vais épargner. Moi, je trouve ça dommage. Oui, c'est dommage. En fait, moi, je trouve ça dommage parce que, en fait, moi, je suis vraiment contre le truc, justement, comme tu dis, de la struggle life, de glorifier le parcours du combattant, etc. Moi aussi, il m'est arrivé des choses pas cool dans ma vie. Mais... je me dis on doit pas, c'est dommage en fait de se dire il faut que je me sois pété le bras pour me dire je vais faire attention de pas faire n'importe quoi, parce qu'en fait ça c'est beaucoup d'argent qui est perdu en faisant ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, donc c'est pas rentable en fait de tomber dans le trou, donc autant essayer de ne pas le faire, et en plus d'autant plus par rapport à l'argent, parce qu'il y a un truc que j'aime bien expliquer quand je fais les ateliers. Je dis, l'argent, c'est un peu comme un escalier, mais c'est un escalier un peu spécial. En fait, les premières marches, elles sont très, très hautes. Et au fur et à mesure qu'on monte, les marches, en fait, elles deviennent de plus en plus petites. Et en fait, la première marche, elle fait peut-être la même taille que toi. Donc, pour monter cette première marche, ça va te demander énormément d'efforts. Mais chaque marche, elle a la même valeur. Tu peux dire, par exemple, c'est 10 000 euros. Chaque marche, elle vaut 10 000 euros. Mais pour quelqu'un qui est tout en haut de cet escalier, finalement, gagner 10 000 euros ou perdre 10 000 euros, c'est un effort minime. Parce que pour lui, les marches, tu vois, c'est plus que comme un trottoir, tu vois, ça fait 10 cm. Et le problème, c'est que quand tu attends de tomber dans le trou, d'être dans la marche qui te demande un effort surhumain pour sortir de là, et ben en fait, tu te coupes de plein d'opportunités. Donc, essayons d'éviter, pour quelqu'un qui est à un niveau de marche où voilà, c'est la moitié ou peut-être les 2/3 de ton corps, essaye de ne pas tomber dans le truc où ça va te demander un effort presque surhumain de t'en sortir. Après, bien sûr, il y a des accidents de la vie. Mais finalement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans des mauvaises situations financières, n'ont pas eu d'accident de la vie. Exactement. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Mais je pense que ce que tu as dit est très vrai et c'est un exemple qui est très parlant. Donc, merci de l'avoir partagé parce que j'y avais jamais pensé, mais c'est vraiment ça, l'histoire des escaliers. En fait,
l'exemple des escaliers, tu expliques bien, en fait, tout en haut des marges, tu as les fameux 10% de milliardaires qui, eux... C'est pas 10%. Hein. 4. Non. Encore moins non, c'est... 2 1%. Ah non, mais c'est moins, c'est le 0,1 ou 0. Donc c'est descendu après le Covid, parce qu'avant le Covid, on parlait de 4%. Hein. Les chiffres, c'était en 2 millionnaires, et 4... peut-être. Non, milliardaires. Non. Il y a je crois que dans le monde, il y a 3000 milliardaires. Et on est... donc on est au 0,00. Oui. Ok, d'accord. Donc, tu as ces personnes-là. Après, tu as effectivement les millionnaires. Et bien sûr que pour un millionnaire, perdre 20 000 euros, 50 000 euros, c'est rien. Parce qu'ils ont une notion du risque qui est complètement décorrélée de la nôtre, en fait. Parce qu'ils, non seulement ils connaissent comment fonctionne le business, ils sont très bien accompagnés. Et plus ils ont avancé dans leur cheminement, dans leur parcours, plus ils ont compris que on perd, on gagne, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a aussi le fait que finalement, quelqu'un qui a 1 000 euros d'épargne et qui perd 1 000 euros, il a perdu 100% de sa fortune, de sa fortune, enfin de son patrimoine, même si c'est un petit truc. Absolument. Mais quelqu'un qui a 10 millions de patrimoine, même s'il perd 100 000 euros, il peut se permettre, en fait. Parce que son 100 000 euros à lui, c'est notre 1 euro à nous. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, exactement. C'est un peu, on va dire, c'est pas juste, entre guillemets, mais c'est comme ça. C'est juste la loi des nombres, c'est les pourcentages, en fait, tout simplement. Exactement. Alors, Maëva, dis-moi, tout à l'heure, tu as dit, oui, il faut commencer. Souvent, je dis à mes abonnés, aux personnes, il faut commencer 10, 20 euros, etc. Ce qui est bien, parce que je pense que derrière, au-delà des montants, il y a aussi l'habitude qu'il faut instaurer, et je pense que c'est ça le plus important. Et en même temps, à partir de combien par mois, en montant ou en pourcentage, tu penses que épargner peut réellement permettre de financer des projets ? Est-ce que, par exemple, moi, j'épargne 30%. C'est-à-dire que j'utilise la règle des 50, 30, 20, sauf que j'ai inversé le 20 et le 30. Je suis 30% investissement, 20 sur les loisirs. J'essaie même de diminuer à 10%. Des fois, même, j'essaie de de laisser ça à 0. Et 50%, ça va être vraiment les charges fixes qui incluent mon loyer. Est-ce que... Après, tu me diras, c'est des règles, hein. T'as du 80, 20, 20. Au-delà des règles, vraiment, à partir de combien pour toi on peut commencer à réfléchir à faire de sérieux investissements ? En fait, je vais pas répondre à ta question comme tu veux que j'y réponde, parce que finalement, ça veut rien dire, parce que ça dépend de ton projet. D'accord. Tu vois, quelqu'un qui veut se financer une formation à 3 000 euros, si c'est 3 000 euros, si tu mets 300 euros par mois, ça te prend 10 mois, ça y est, c'est fini. Mais peut-être que tu peux pas mettre 300, peut-être que tu peux mettre 150. Donc, au lieu de te prendre 10 mois, ça va te prendre 20 mois. Donc, en fait, c'est des chiffres qui veulent vraiment rien dire. Et c'est pour ça que c'est important de pas prendre des recettes toutes faites. Tu vois, la règle des 50, 30, 20. Chaque fois qu'on m'en parle, bon là, j'ai pas voulu le faire, mais d'habitude, je fais... encore et toujours cette règle. Après, c'est un début. C'est mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Mais en fait, il y a des personnes pour qui ça va devenir rien parce que eux, les 50% en charge fixe, ils sont déjà au-dessus. Donc, finalement, ça les décourage plus qu'autre chose. Et aussi, une personne, j'en ai parlé en plus dans un podcast qui est sorti là, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui est étudiant, par exemple, ou qui est jeune actif, qui vit chez les parents, pourquoi tu ne vas pas économiser 50 ou même 70%? Tu vois, donc réfléchissez, en fait. Tout le monde a cette capacité de réfléchir et de se dire, moi, mon objectif, c'est l'objectif A, et pour faire A, il faut que je fasse ça, et ça me prendra en fonction de mes capacités aussi, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, entre ton salaire, les charges que tu peux avoir, il n'y a pas grand-chose sur lequel, finalement, tu as vraiment la main, à part travailler sur tes revenus, et après, un petit peu, le logement. Des fois, il y a des personnes qui peuvent essayer, voilà, tout à l'heure, on en parlait, passer de Paris, par exemple, à la banlieue, tu vas pouvoir économiser... énormément. Quelques centaines d'euros, mais ça va pas révolutionner ton budget, sauf si tu avais vraiment un loyer voilà, super haut déjà de base. Donc c'est des choix de vie, c'est des objectifs, et donc moi je suis plus pour dire chacune a le moyen d'utiliser son cerveau et de réfléchir.
Même si, bon, des fois, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Parce que tu vois, par exemple, quelqu'un qui me dit, oui, j'ai envie d'augmenter mes revenus, mais je suis fonctionnaire et je veux pas passer de concours. Bah, là, il y a un problème, tu vois. C'est là où je dis, en fait, que je suis à 100% d'accord avec toi, dans le sens où, dans tous les cas, chacun a son projet de vie. Et en fait, j'en parlais dans l'autre podcast, c'est quelles sont tes priorités? Comment tu vois ton projet de vie? Après, tu as des gens qui ont des fortes capacités d'épargne parce que c'est post-trauma. Par exemple, moi, j'ai eu des traumas, notamment après la mort de mon père, ce qui fait que je garde énormément. Et à un moment, très honnêtement, même si j'ai toujours eu les bases de l'éducation financière que sont mettre de l'argent dans ta tirelire. Tu sais, notre mère, elle nous disait depuis petit, quand tu gagnes 100, tu mets 50 de côté et tu gagnes et tu gardes et tu utilises 50. Notre père qui arrêtait pas de nous rabâcher, si vous êtes salarié, parce que lui, il était avocat, donc il avait son cabinet, il disait, si vous êtes salarié, vous serez jamais riche, il faut investir, il faut diversifier. Donc, j'avais les bases minimum, mais je n'appliquais pas. Et donc, à force, voilà, de collecter, je me suis dit, bon, comment est-ce que j'investis et tout? Et je suis partie vraiment, j'ai cherché le plus simple et le plus efficace. Et je pense que ces règles-là, que ça soit du 50, 30, 20, que ça soit du 80, 20, 20, du 75, 35, que sais-je, au moins ça te donne, je dirais, une boîte à outils. Et après, à toi de l'adapter. Moi, c'est comme ça que je vois. Mais si l'outil, ça consiste juste à donner des chiffres et que tu changes les chiffres, bah, en fait, ça t'a servi à rien. Non, alors... Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est comme alors si tu dis, t'as une recette, mais c'est de l'eau et de la farine. Non, mais en vrai, ça se passe comme quand tu prends une recette. Quand tu prends une recette de cuisine, tu appliques au début la recette et puis après, tu mets tes propres ingrédients. Oui, mais il faut que la recette, tu puisses la faire. Parce que si on dit qu'il te faut des œufs et que t'as pas d'œufs, bah en fait, la recette, elle te sert à rien. Donc, on est d'accord. C'est pour ça que je dis, quand tu arrives à un certain... Donc, moi, dans mon cas, quand tu collectes beaucoup et je sais pas, moi, tu arrives, je sais pas, à un 10K et que tu sais, par exemple, que je sais pas, moi, t'as une capacité, t'es capable d'épargner 500 € ou plus 500 € par mois, peut-être que là, il faut te dire, OK, quelle est une règle ou une boîte à outils que je peux commencer à utiliser qui peut m'aider? Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, très honnêtement. En fait, moi, ce que je dis, c'est que quand tu fais de l'épargne, déjà, il faut avoir 3 types d'épargne. Donc, j'ai dit les 3 P juste pour qu'on puisse s'en souvenir facilement. Mais tu as l'épargne de précaution, que tout le monde connaît. Les provisions. Donc, les provisions, c'est tout... En fait, tout ce que tu as prévu de faire pour lesquels tu mets de l'argent de côté, mais c'est de l'argent qui est déjà alloué à un projet bien spécifique. Et puis après, tu as les placements. Et là, c'est l'argent plus sur le long terme où tu vas chercher du rendement, plus les marchés financiers, etc. Et le truc, ce que je dis, c'est que n'essayez pas de mettre toute votre épargne de précaution avant de commencer à passer au placement, en fait. Et donc, c'est une espèce de, on va dire, vase communicant où tu vas au début mettre 100% de ta capacité sur l'épargne de précaution et puis au fur et à mesure que tu te rapproches de ton objectif, tu rebalances pour aller mettre de plus en plus vers tout ce qui est placement. Mais ça se fait par phase et en fait ça change. Et c'est pour ça que moi j'aime pas les choses qui donnent un cadre trop fixe. Parce que finalement, ça prend pas en compte l'évolution de la vie, le fait que aujourd'hui, peut-être que tu peux mettre 500 € de côté, mais parce que tu es toute seule, parce que t'as pas XY comme charge, et puis demain, tu as un enfant, tu dois payer une nounou, et que ça te coûte des 1000 et des 100. Donc, c'est toujours à prendre avec un grain de sel, on va dire ça comme ça. Et en fonction de ses priorités, définitivement. Ouais, Faut pas appliquer bêtement pour appliquer. C'est vrai que moi, très honnêtement, j'ai appliqué bêtement pour appliquer parce que j'avais besoin d'un outil et c'est mon mode de fonctionnement. Et puis après, effectivement, j'ai ajusté. Il y a des mois où je peux pas faire 30, où je fais 20. Il y a des mois où je peux pas, où je fais même 5. Non, mais c'est normal. On peut pas épargner de la même façon tous les mois. Ça, c'est normal. Exactement. Le mois où tu pars en vacances, où tu vas manger dehors tous les jours, où tu vas payer un billet d'avion ou je sais pas quoi, ben, tu vas pas pouvoir mettre autant de côté. Mais c'est normal, c'est pas grave. Oui. Et il faut, je pense, libéraliser. Je pense que
les personnes qui vont regarder, et ce qui est bien avec toi, non seulement quand je regardais ta page, je pense qu'on peut s'identifier à toi parce que tu dis de manière très ouverte et transparente que tu es salarié, que tu as débuté en fait ce projet-là de Mon Budget Bento, parce que c'est des règles que toi tu as apprises au fur et à mesure de ton parcours de vie et que tu avais envie de le partager. D'ailleurs, je reviendrai sur ça pour poser une question. Mais en fait, tu es très... on peut s'identifier à toi. Et je pense que tout ce que tu viens de partager, je pense que des personnes qui sont stressées et qui se disent bah, j'ai ces règles-là et moi, je peux même pas prétendre à les appliquer, bah, ça les fait redescendre un petit peu. Après, Maëva, je t'avoue que je suis toujours dubitative sur les affaires d'épargner 10 euros, 20 euros. Quand t'es peut-être étudiant, mais un adulte, même si il gagne un SMIC, je suis vraiment toujours dubitative à l'idée de dire non, faut commencer avec 20 euros et tout. En fait, il faut commencer quelque part. Parce que le problème, c'est que les personnes, si jamais... parce que moi, je dis qu'il faut faire de l'épargne automatique. C'est-à-dire, tu mets ton virement, tu sais que ton salaire, il tombe le 28, le 29 ou le 30. Tu mets ton virement le 1er, le 2 ou le 3. Ouais. Et ça se fait automatiquement. Le truc, c'est que si jamais... Il y a des personnes qui vont dire, non, mais moi, 50 euros, c'est trop pour moi. Oui. En fait, tout le monde ne part pas du même endroit. Et si tu dis à quelqu'un, ouais, il faut mettre minimum 100 euros de côté, en fait, moi, je pars du principe que les gens sont suffisamment intelligents pour savoir que c'est pas en mettant 10 euros de côté qu'ils vont changer leur vie. Donc, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est plus le fait de prendre cette habitude et après, progressivement, se dire, bon, bah là, c'est bon, j'ai pu mettre ça de côté. Il y a des gens, il faut déjà qu'ils remboursent des dettes, il faut qu'ils remboursent leurs crédits, il faut qu'ils remboursent des découverts. Enfin, tu vois, donc, moi, je suis très, très souple là-dessus. Je préfère que quelqu'un mette son virement automatique de 10 euros que quelqu'un qui met 100 euros par mois de côté une fois tous les 3 mois. Je comprends. Parce qu'en fait, la personne ne met pas en place une habitude, en fait. Et ça, il y a plus à perdre à ne pas avoir l'habitude que de le faire. Ah ouais, j'ai mis 500 euros une fois au mois de janvier, puis t'arrives au mois d'octobre, tu l'as pas refait une deuxième fois parce que tu penses qu'en dessous de 500 euros, ça vaut pas la peine. Ouais. Non, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu répondrais à des personnes qui croient qu'ils ont réussi, ce qu'on appelle les nouveaux riches? Ah non, mais apprendre à gérer son budget, finalement, c'est une question de pauvre, hein, c'est pas... Tu sais que j'avais fait un post là-dessus. Mais en fait, plus on a de l'argent et plus on a intérêt à bien gérer son budget. En fait, tout le monde a intérêt à gérer son budget. Parce qu'il y a des personnes qui se disent « Ah, je gagne pas assez pour me préoccuper de mon budget, j'essaie juste de joindre les deux bouts. » Mais justement, c'est parce que tu te préoccupes de ton budget que tu vas pouvoir joindre les deux bouts. Et pareil pour les personnes qui sont riches, eux, c'est la perte d'opportunités. Enfin, qui sont riches, qui gagnent correctement leur vie. Finalement, bah, toute l'épargne que tu mets pas de côté, c'est toutes les opportunités que tu vas pas pouvoir financer, que ce soit opportunités de placement, investissement immobilier ou même, je sais pas, création d'entreprise, etc. Le nombre de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, les poches vides, alors que c'était des personnes qui gagnaient correctement leur vie, c'est dommage. Parce que c'est un accélérateur que tu aurais pu utiliser pour justement lancer ton activité de manière beaucoup plus sereine ou beaucoup plus forte dès le début. Donc... moi, je pense qu'il y a toujours à perdre à ne pas savoir gérer son budget, autant quand on a de l'argent que quand on n'a pas d'argent. Exactement. Je pense que effectivement, c'est beaucoup plus crucial quand tu as de l'argent que quand tu n'en as pas, parce que finalement, quand tu n'en as pas, bah, tu n'en as pas. C'est juste que t'as pas d'incentive quand tu as de l'argent, parce que le jour où tu as un problème, quelqu'un qui met 1000 euros de côté par mois, par exemple. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est beaucoup 1000 euros », mais il y a plein de gens qui mettent 1000 euros par mois de côté. Même plus. Hein. Ouais, même plus. Et tu te dis, bah, finalement, cette personne-là, elle a un gros problème sur sa voiture. Le garagiste, il lui présente une facture de 1000 euros. Bah, elle fait quoi? Bon, bah, je mets pas mes 1000 euros de côté ce mois-ci, je paye mon truc, c'est pas grave. En fait, elle a pas senti la douleur. Alors que la personne qui, effectivement, n'a pas beaucoup d'épargne et de plus a un petit salaire, pour elle, quand elle va avoir une facture de 1000 euros, on en revient toujours au truc des escaliers à la fin. Tu vois, donc, il n'y a pas d'incentive parce que tu te dis, ouais, mais c'est pas grave. Moi, par exemple, je suis commerciale, mais les primes, elles sont versées tous les trimestres. Donc, je peux très bien me dire, vas-y, ça, c'est pas grave. Dans un mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois maximum, j'aurai une prime, je vais m'occuper de ça et ça va passer. Mais c'est aussi cette discipline-là, en fait, finalement, quand tu as de l'argent, de te dire, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas parce que dans 3 mois, tu penses que tu vas avoir une prime que
tu peux te permettre de aller à la One Again, je verrai bien comment ça se passe. Ouais. Après, je pense aussi qu'il y a une relation à l'argent. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma relation avec l'argent, c'est marrant parce que ma famille me dit tout le temps, tu collectes, tu collectes. J'ai un nom pour vous. Je vous appelle les fétichistes de l'épargne. Et bon, on en parlera un petit peu plus tard. Je ne veux pas trop avancer dans l'interview. Mais je disais ça parce que je me dis, pour reprendre l'exemple, moi qui ai une bonne capacité d'épargne, même quand j'ai ma voiture, je me dis, le garagiste me dit, c'est 1 000 €. Je sais que je vais pouvoir payer, je peux payer cash, mais je me dis non, je vais pas payer cash. Je vais essayer de négocier peut-être sur plusieurs, sur plusieurs échéances pour savoir comment rentabiliser ça moi-même au travers mon système d'épargne ou en déduisant, parce que mes charges, elles sont fixes, tu vois. Mais essayer de faire des calculs et voir comment je peux optimiser ça. Moi, je suis toujours dans l'optimisation. Mais en fait, vous passez plus de temps à réfléchir à des optimisations, parce que ça va vous rapporter d'argent. Parce que moi, les gens qui me disent, oui, non, mais je vais laisser sur mon livret A, ça va travailler pendant 3 mois. Non, mais le livret A, c'est le mauvais exemple. Oui, mais les autres placements, t'es pas censé faire des sorties et des entrées comme ça, en fait. Mais c'est pour ça que Donc, c'est pour ça que c'est pas une bonne chose. Il faut toujours avoir une épargne disponible, qui est sur ton livret A, machin, et le jour où t'as un problème, tu vas taper dans cette épargne-là et tu payes direct. Je pense que ça dépend des personnalités. Moi, Non, mais ce que j'ai dit, j'ai dit, ça dépend pas des personnalités. C'est mathématique. Tu ne gagnes pas d'argent quand tu fais ça. Je gagne pas d'argent, oui. Donc, c'est pour ça que je dis que ces personnalités, c'est purement psychologique, en fait. Oui, mais avec l'argent, il faut arrêter d'être... On n'est pas en thérapie. C'est ça. Juste essayer de faire des choses logiques. Déjà, commencer par faire des choses logiques et tout va mieux se passer. Parce que le truc, non, mais je vais payer en X fois. Alors, si tu parles de 15 000 € que tu vas payer en 3 fois, parce que 5 000 € peut-être à X% de rendement, mais ça sera toujours sur un livret. Parce que tu vas jamais utiliser l'argent que tu as placé sur un compte titre ou sur une assurance vie pour payer ça. Parce que ça va varier. Et si c'est sur un fonds euro, donc le fonds euro, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est comme si tu as un livret A dans l'assurance vie. Il n'y a pas de rendement non plus. Donc, juste... Mais moi, je ne fais pas ça avec mon PER ou mon assurance vie. Non, tu ne peux pas le faire avec ton PER, c'est impossible. Je peux pas le faire. Okay. Même si après 5 ans de PEA ou PER? J'ai pas de PER. Je disais PEA ou assurance vie. Je fais pas les conneries là parce que c'est purement psychologique. Vraiment, là, je suis transparente avec toi. Déjà, je touche pas à ces 2 épargnables, mais mon épargne disponible, c'est vraiment ça. Je me dis toujours, putain, je vais quand même sortir 1 000 €. Et en fait, je pense toujours aux personnes qui touchent un SMIC. Et je me dis, bon, déjà... Justement, en fait, si tu penses aux personnes qui ont un SMIC, dis-toi que tu peux pas avoir le même comportement que quelqu'un qui a un SMIC, parce que c'est parce que la personne qui est au SMIC, elle a peut-être, qui n'a pas d'économie, elle aura peut-être pas le choix. Mais toi, tu as le choix et tu fais le choix de la personne qui est contrainte financièrement. Donc, il faut te mettre dans les bonnes chaussures. Les chaussures de la personne qui a de l'épargne. Et c'est pas une question de SMIC ou pas SMIC, puisqu'il y a des personnes qui sont SMIC qui ont une épargne correcte. Bien sûr, ça demande plus d'efforts que quand on a un bon salaire. Je dis pas que c'est la même chose. Mais pourquoi est-ce que En fait, il faut vraiment se... Non, comme tu as dit, il y a pas de psychologie dans l'argent. Il faut être très, tu vois. Et ça, c'est pour ça que je dis, bon, c'est pas facile, tous ces sujets d'épargne-là, parce qu'il suffit pas seulement de collecter et réinjecter pour avoir du rendement. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, pour toi, pour clôturer sur ce sujet-là, avant de passer à un autre sujet que je voulais aborder avec toi, si je te demandais de choisir une raison fondamentale pour laquelle les personnes ont du mal ou n'arrivent pas à épargner, une raison, et ne me dis pas s'il te plaît, non mais ça dépend, c'est vrai que ça dépend. Mais si t'as je déjà te donné demandais la réponse à ta question. C'est psychologique. Ok. Et tu as dit, faut pas faire de psychologie avec l'argent. Voilà. Détachez-vous de ça. Oui. Ok. Des fois, on vous donne des règles. Appliquez les règles. Réfléchissez pas. Enfin, réfléchissez un petit peu, mais juste essayez commencer à épargner. Commencer à couper sur certains. Parce que
dans tous les... Quelle que soit la raison que je donne, à la fin, ça reviendra toujours à dire la psychologie. Parce que je peux dire, c'est la société de consommation. Mais on est tous dans la société de consommation. Moi aussi, je suis dans la société de consommation. C'est pas pour autant que je surconsomme. Donc, ça veut dire que c'est possible. Et puis, il y a plein de gens. Hein. Même tu prends les personnes âgées, la hype, ils connaissent pas, tu vois. Ils prennent les trucs dont ils ont besoin. Et peut-être que je commence à devenir vieille aussi. Je sais pas, mais j'ai toujours été comme ça, en fait. Donc, c'est bien. Je pense qu'à la fin, ça revient toujours à la psychologie. Il y a plein de gens qui ont des problèmes psychologiques dans la société d'aujourd'hui qui ne sont pas traités. Allez faire vos thérapies. C'est vrai. Il faut trouver le courage d'aller faire la thérapie. Et le problème, c'est que pour faire la thérapie, il faut économiser. C'est ça. Parce que ça coûte pas 20 €. Hein, non, mais maintenant, ils prennent en charge jusqu'à 60 €, je crois. Et c'est... D'accord. Et c'est... 10 séances par an. Je sais plus regarder sur Internet, mais là, ils ont changé quelque chose en début d'année, justement pour permettre l'accès aux thérapies, enfin, d'aller chez le psychologue, tout simplement. Ouais. T'as un psy, toi ? Oui, bien sûr, j'ai un psy. Parce que je suis folle comme tout le monde. Moi, j'ai pas encore trouvé le courage d'aller. J'ai beaucoup de coachs, mais vraiment aller chez le psy, là, je dois y aller. Hein. J'ai besoin d'une thérapie sérieuse, mais c'est dur, hein, c'est dur. Ouais, puis en plus, moi je pense, tu vois, par exemple, mon frère et moi, normalement, je pense qu'on aurait dû aller voir un pédopsychiatre quand ma mère, elle est décédée, tu vois. Mais voilà, famille antillaise, famille noire en général, histoire de psychologie, non, mais les enfants sont pas fous, donc c'est pas mais c'est pas une question d'être fou, en fait. C'est de, en fait, pouvoir processer certains événements de vie qui sont pas... qui sont douloureux, surtout pour des enfants. Moi, j'allais sur mes 7 ans, j'avais 6 ans. Mon frère, il avait 4 ans. Tu vois, donc c'est pas des choses anodines. Absolument. Mais voilà, faut pas comment dire, diaboliser le truc. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, même si c'est pas toute sa vie, bien sûr, mais faire quelques séances. Je suis d'accord. Pour avoir un œil extérieur et puis quelqu'un qui est au fait de la thématique. Oui, et arrêter de parler de ses problèmes à sa famille. Allez voir des professionnels, en fait, pour ça. Tu peux lui en parler, mais elle n'est pas professionnelle, quoi. C'est ça, exactement. Après, oui, moi, c'est vraiment le courage qui me manque. C'est-à-dire qu'on n'a pas à me convaincre. Je suis convaincue que c'est bien. Dans ma famille, mon frère, il l'a fait. Ma sœur l'a fait. Mes sœurs l'ont fait. Mais moi, je pense que me retrouver avec moi-même, ça me fait plus peur qu'autre chose. Non, mais tu sais, tu pourras aussi te rendre compte... en fait, quand tu vas chez le psychologue, c'est pas... ça passe aussi par là un peu. Ça peut, mais pas forcément. Mais après, moi, j'étais déjà allée il y a quelques années. Bon, là, c'était le côté... tu vois. Mais là, quand j'y vais, c'est plus en mode... tu vois, tu parles, la personne, elle te permet de voir d'autres points de vue sur la situation, etc. Donc, tu peux y aller en mode relax. T'es pas obligé d'y aller en mode drama. T'es pas obligé de tout de suite rentrer dans le vif du sujet aussi. Donc, faut pas hésiter à y aller. Et puis après... des fois, ça se passe bien. Des fois, la personne ne t'inspire pas. Bon, bah voilà, ça arrive. Ok. On passe sur l'immobilier. Donc, tu as plusieurs biens immobiliers. Tu en as plus de 2. Voilà. Donc, tu en as plusieurs. Alors, moi, je voulais savoir une chose. Sachant que, donc, sur les histoires d'apport, je te donne mon avis. Alors, j'ai eu un appartement, ça c'était mon père qui m'avait acheté, j'ai jamais investi dans l'immobilier, d'accord ? Mais pour moi aujourd'hui, vu que je travaille dans le milieu de la banque finance, je sais que si possible, si n'importe quel individu a les moyens de mettre un apport à plus de 10%, il faut le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bon ça tu le sais mieux que moi, l'apport il est proportionnel à ton endettement. Donc, pour des personnes, je dis bien pour des personnes qui ont l'apport, à quel niveau ? Ça va être encore la même question, je vais te demander de sortir des pourcentages. Non, mais là, ça sera plus facile de répondre. Ok, donc à quel niveau de pourcentage tu conseillerais à une personne de mettre un apport, enfin, de fixer son apport pour un crédit IMO ? Alors, ce qu'il faut avoir en apport minimum, parce que plus que l'apport, il y a aussi le contexte qui compte. Parce que normalement, en immobilier, le but, c'est de mettre 0 de ta poche. Puisque c'est l'argent quand tu fais un investissement, je ne parle pas de la résidence principale. Quand tu fais un investissement, finalement, c'est le locataire qui va payer et les intérêts
et la mensualité. Donc, entre guillemets, tu t'en moques parce que c'est pas toi qui paye. Maintenant, dans le contexte actuel. Résidence principale, par exemple. Voilà, ou résidence principale. Moi, je dis toujours, tu mets le minimum de ce que la banque demande. Okay. Mais il faut quand même avoir un apport. Si tu arrives en fait avec les frais, la banque tout de suite elle va regarder ton projet autrement. Ça ne veut pas dire qu'elle va t'obliger à le mettre, surtout quand les personnes elles sont jeunes. C'est possible de se faire financer même les frais. Quand tu achètes dans le neuf, les frais étant réduits, finalement la banque elle prend un risque de 3 000 euros, ils s'en foutent. Tu vois, c'est pas comme quand il faut que tu mettes des 30 000 ou des 40 000 euros en fonction du bien que tu vas acheter. Donc c'est bien d'avoir au moins les 10%, les fameux 10%, même si tu les mets pas au final, ça montre à la banque que tu es préparé pour ton projet. Parce que arriver sans apport, plutôt que parler de l'apport, faut parler des gens qui arrivent sans apport. Quand tu arrives sans apport pour faire un projet, la banque elle va dire t'es trop risqué, c'est ce que je dis aux gens. C'est pas trop risqué, mais elle va se dire mais cette personne là, est-ce qu'elle sait dans quoi est-ce qu'elle est en train de s'embarquer? Parce que devenir propriétaire, c'est pas comme quand tu payes ton loyer. Hein. Tu payes ton échéance, tu payes tes charges, tu payes les réparations, tu payes l'entretien, tu payes la taxe foncière. Enfin, tu dois payer plein de choses. Et il n'y a aucun bailleur que tu vas appeler pour dire j'ai un problème avec ma chaudière, j'ai un problème avec ci, ça. Il va falloir que ça tombe sur tes épaules. Exactement. Donc, quand tu arrives à la banque avec très, très peu d'épargne, parce que c'est une chose... En fait, il faut vraiment dire arriver avec de l'épargne. L'apport et l'épargne, c'est deux choses différentes. Oui. Bon, on va parler aussi de l'aspect de l'épargne, comment justement on peut contrebalancer les deux. Mais quand je disais que c'est trop risqué, moi je dis souvent aux gens qui sont autour de moi qu'en fait, il y a une règle qui est vraiment basique dans la banque, c'est les dépôts, ils financent les crédits. La banque, elle est là pour faire un crédit et ils t'octroient beaucoup plus de crédits s'ils ont des garanties qui sont conséquentes. Oui, bien sûr. Donc, quand tu viens... Bon, toi, tu le sais parce que tu baignes dedans et que tu as appris. Mais quand je disais que la personne est trop risquée, quelqu'un qui arrive... on va prendre... Bon, je n'ai rien contre le SMIC. Je tiens à le dire avant qu'on m'encense dans les commentaires. Si, on a quelque chose contre le SMIC. Non, parce que le SMIC, c'est le salaire minimum. Donc, ça veut dire que votre but... c'est de... Parce qu'on peut pas vous payer moins. Ça veut dire qu'on peut pas moins vous... En dessous, ce serait hors la loi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, mais pourquoi est-ce que j'utilise à chaque fois le SMIC? Parce que je me dis que comme c'est le minimum, je peux... Et que c'est peut-être la réalité de plusieurs, ça peut être l'exemple le plus parlant. Donc, quelqu'un qui a un SMIC et qui a en plus d'avoir une mauvaise épargne, ou pas du tout, ou plein de crédits qu'on soit, on en parlera... Jamais de la vie, la banque, en tout cas une banque qui se respecte et qui respecte les personnes qui ont placé leur dépôt, jamais ils vont vous prêter l'argent là. Parce que c'est pas leur argent qui vous prête, c'est mon argent, c'est l'argent de Maëva qui sont sur les comptes, qui sont sur ces comptes, qui sont en train de vous prêter. Et je pense que ça, les personnes ne le comprennent pas. D'où le fait que, comme tu dis, effectivement, si c'est un investissement, pas d'intérêt, mais si c'est une résidence principale, ne serait-ce que pour dire à la banque que, ok, j'ai un minimum de garantie, peut-être que ça va passer ou pas, mais tu peux me faire confiance. Donc, par rapport à ce que tu disais sur le risque et sur les garanties, parce qu'en fait, c'est finalement, moi, j'aime bien dire la banque, c'est comme une vieille dame qui a peur, tu vois, et en fait, il faut que tu la rassures. Et tu vois, les personnes qui veulent investir avant d'avoir leur résidence principale, souvent, ils sont frustrés parce qu'ils disent « Ouais, mais moi, voilà, j'ai pas envie d'acheter la résidence principale, surtout avec tous les bébés Kiyosaki, tu sais, qui est avec... » Bon, bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je suis pas fan. Et du coup, le truc, c'est que quand tu as ta résidence principale, tu as commencé un peu à amortir ton crédit, etc. Tu as commencé à constituer un peu de patrimoine. Donc, quand tu arrives à la banque, tu vaux quelque chose financièrement parlant. Alors que quand tu arrives, que tu es à poil... C'est ça. Ben finalement, la banque, elle se dit, mais si jamais tu tombes sur un mauvais locataire, parce qu'ils connaissent la loi, tu n'as pas de chance, tu tombes sur le locataire qui veut squatter, qui veut pas payer, etc. Ben finalement, comment moi je vais faire pour récupérer mon argent? Hello, je prends quelques minutes de ton temps. Alors, selon nos statistiques, vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos, mais seuls 20% sont abonnés. Alors, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche pour toutes les notifications. Allez, on repart voir l'épisode.
Et c'est la même chose avec le financement, des gros travaux, etc. La banque, t'achètes un bien qui vaut 200, tu veux faire 200 de travaux. Mais en fait, si jamais tu fais pas tes travaux comme il faut, qu'il y a des, je sais pas quoi, ben finalement, je vais récupérer que 200 alors que tu me demandes de te prêter 400. Et donc, les gens, ils comprennent pas ça. Et c'est pour ça que la résidence principale, finalement, ça appuie ton dossier en tant qu'investisseur ou investisseuse. Parce que moi, par exemple, typiquement, ma résidence principale, bon, je l'ai achetée dans une ville dont les prix ont énormément augmenté. Donc, en fait, moi, ma résidence principale, c'est une garantie pour toi. Elle est payée, en fait. En fait, je suis pas endettée sur ma résidence principale parce que ce qui me reste à rembourser, c'est largement inférieur à ce que vaut finalement le bien. Et donc, du coup, quand j'arrive à la banque et qu'ils me prêtent de l'argent pour un montant qui est inférieur à ce que vaut mon patrimoine, bah, finalement, ils prennent pas de risque. Parce qu'ils savent que c'est très limité. Quoi qu'il arrive, ils vont récupérer leur argent. Et c'est ça qui les intéresse, c'est de savoir comment je vais récupérer mon argent. Exactement. Alors, si on parle sur le sujet de comment tu peux rassurer la banque. Quand on a un contre-titre, donc toujours dans l'exemple de je veux obtenir ou je veux payer ma première résidence principale, j'ai plus ou moins un bon apport, une bonne capacité d'épargne, j'ai un compte titre, j'ai un PEA, j'ai les livrets, bref, j'ai les 3 P. Là, t'es déjà très, très, très évolué par rapport à la plupart des gens. Je sais, mais je prends le client lambda, ok? C'est pas un client lambda. Mais il y en a plein comme ça, sauf qu'ils savent pas, je te promets. Toi, c'est parce que tu sais, bon, c'est vrai que là, peut-être que tu as une grosse partie de ta clientèle ou de ta communauté qui n'est pas encore arrivée là, mais tu as des gens de ta communauté, dont moi, qui sont là et qui ont besoin de conseils, tu vois. Toi, ça fait longtemps que tu fais ça. Donc, tu connais, tu vois. On va dire, la personne a les 3 P, d'accord? Elle veut investir aujourd'hui dans sa résidence principale. Mais en même temps, puisqu'elle a conscience que bon, elle a un minimum d'éducation financière et elle veut pas mettre 90% de son épargne sur la table en apport pour sa résidence principale, est-ce que tu penses que on peut négocier soit la durée du crédit, soit les intérêts quand on a un compte titre où par exemple les titres ont pris de la valeur ou un PEA avec des FCP qui ont pris de la valeur. Est-ce que justement le fait d'avoir le 3e P de ton 3P permet de négocier, voire de réduire tes mensualités de crédit? Bah, en fait, le fait d'avoir, quel que soit le support d'épargne que tu as, ça va tout. En fait, la banque, finalement, quand elle regarde ton dossier, elle va te donner une note. Bon, elle va jamais te la communiquer, bien sûr, parce que... Bien sûr, oui, ça c'est vrai. Voilà, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, au moins, ça a l'avantage d'être transparent. Tu sais quelle est ta note, tu sais si t'es naze ou si t'es un bon élève. Exactement. Ils devraient le faire ici. Je pense que ça aiderait beaucoup de gens. En fait, comme tout, il y a des avantages et des inconvénients. Parce que l'avantage, c'est que c'est transparent et que tu sais comment t'es noté. Les inconvénients, c'est que les autres aussi savent comment tu es noté. Et en fait, si t'es tombé dans le trou, par exemple, ça va te prendre beaucoup plus de temps de sortir du trou parce que tu vas avoir les mauvais taux, tu vas avoir, bref, plein de choses négatives, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais du coup, la banque a quand même ce système de notation de se dire, finalement, ce client-là, quel est son degré de risque, quelle est sa solvabilité, quel est le potentiel aussi pour qu'ils prennent des produits aussi chez nous, parce qu'ils cherchent des clients aussi. Hein. Ils ne gagnent pas non plus des 1000 et des 100 avec le crédit immobilier, même si pour nous, en tant que particulier, c'est des gros montants. Pour la banque, ils font deux trades. Mon patron, il appelle ça le crédit hypothécaire. Ouais, je sais pas. Mais tu vois ce qu'il veut dire. Ça les fait pas rêver, quoi. Exactement. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Désolée. Mais oui, les notes par rapport aux notes, etc. Forcément, quand tu arrives avec une belle épargne, mais pas seulement avec une belle épargne, parce qu'il y a des personnes qui pensent « Ah ouais, j'ai 50 000 euros, ça veut dire j'ai une belle épargne. » Mais si, par exemple, tu as touché un héritage de 50 000 euros, mais que tu ne peux pas montrer que tu as une régularité d'épargne, que ça fait partie de ta routine, finalement, elle n'est pas aussi bien notée que peut-être les 40 000 euros, mais de la personne qui met c'est 500 000 euros de côté tous les mois. Parce que la banque, en fait, elle voit un pattern, tu vois. Elle voit que la personne, elle est dans un schéma d'épargne et que c'est dans son, entre guillemets, dans son ADN financier, plutôt que la personne qui a eu
un coup de chance. Je ne veux pas dire mais il y a un coup de chance, c'est dans le sens une grosse somme d'argent qui n'a rien à voir avec Exactement, c'est ton ponctuel et action. pas récurrent. Voilà, c'est un héritage, c'est une rupture conventionnelle, c'est un package de licenciement. Ça n'a pas la même valeur pour la banque dans la notation du profil emprunteur. Ok. Donc, dans cette note-là, en fonction de la note qu'ils vont te donner, quels sont les leviers après, qui vont pas te la communiquer. On va dire tu pars sur une bonne note, ok ? Quels sont les leviers que toi, tu peux activer en tant que personne, donc avec les éléments que je t'ai donnés précédemment, pour négocier soit peut-être la durée, puisqu'aujourd'hui, il y a une réglementation, si je ne me trompe pas, qui demande à ce que ça soit bloqué à 25 ans, les crédits IMO. Ouais, mais en fait, au bout d'un... En fait, c'est pas 25 ans, c'est 30 ans, mais si tu achètes dans le neuf, parce que tu as la période de franchise, le temps de la construction, etc. Donc, ça a changé depuis un moment, c'était 25 ans, non ? Non, en fait, c'est toujours 25 ans, mais en fait, quand tu as des périodes de franchise, ils ont laissé un peu de battement pour la période de franchise, pardon. Moi, par exemple, j'ai acheté dans le neuf. Si tu as 2 ans de construction plus 25 ans de crédit, ça fait 27 ans. D'accord. Donc, il faut qu'ils puissent donner sur 27 ans. Mais les crédits sur des périodes trop longue, ça coûte extrêmement cher. Au bout d'un moment, si tu payes le triple de la valeur de ton bien en intérêt, il y a plus forcément d'intérêt. Donc moi, je chercherais pas à aller au-delà des 25 ans. Déjà, 25 ans, c'est très bien. Le truc, c'est que par exemple, pour les investissements, des fois, ils veulent pas financer 25 ans, ils veulent financer que sur 20 ans parce qu'ils veulent récupérer vite leur argent. Mais sur la résidence principale, 25 ans, ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Après, ce qu'il faut essayer de négocier, c'est plus le taux. Mais ça, tu peux très bien le faire en passant par exemple par un courtier qui, lui, connaît... En fait, l'avantage du courtier, c'est pas juste qu'il va demander à plusieurs banques, c'est aussi qu'il connaît les profils que les banques cherchent. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les banques, elles draguent avec le crédit immobilier. Elles cherchent des clients, mais elles ne cherchent pas n'importe quel client. La Banque Postale et HSBC, ils ne cherchent pas les mêmes clients. Complètement. Voilà. Et donc, le courtier, lui, il sait, cette banque-là aime bien les fonctionnaires, cette banque-là aime bien les entrepreneurs, cette banque-là aime bien les cadres de la défense, cette banque-là aime bien les salariés qui sont dans la moyenne, etc. Parce que chaque banque a des produits bien spécifiques qui va à une cible bien spécifique. Donc, du coup, le courtier, ça lui permet aussi d'optimiser ses recherches. Donc, autant passer par lui. Ok. Mais les gens qui vont te dire, Maëva, déjà, c'est difficile pour moi de donner l'apport. Donc, aller prendre un courtier, t'es bien gentil, mais je ne peux pas. Donc, quels sont, ou je ne veux pas, je prends tes services à toi. Quels sont les différents leviers que je peux activer? Mais moi, j'ai aucun service. Ah, ok, je viens à ta formation ou à ton bootcamp, c'est un service que tu proposes. Oui, mais c'est vraiment pour la gestion du budget, pour savoir comment tu vas organiser ton épargne, etc. Mais après, il ne faut pas avoir peur de négocier avec le banquier. Mais plus tu as un bon dossier, plus tu pourras négocier. D'accord. Et des fois même, tu vois des propositions de la banque, tu sais qu'en fait, la banque ne te veut pas comme client. Parce qu'ils vont te demander un apport... complètement délirant, où ils vont te mettre un taux vraiment dégueulasse. Et en fait, c'est juste une façon... Tu sais, c'est comme quelqu'un qui veut te quitter, mais qui veut pas te dire je te quitte, mais qui te fait que des dingueries. Exactement. C'est un peu les comportements toxiques des banques. D'accord. Non, mais c'est clair. Mais il faut négocier, ça se négocie. Ouais. Mais bien sûr, plus on a un bon dossier, plus on pourra négocier. Et puis après, des fois aussi, il faut pas essayer d'aller trop au cheap. Payez votre courtier, en fait. Ouais. Parce que cet argent-là, si ça vous fait baisser votre mensualité de même 30 € par mois ou 50 € par mois, ça fera une grosse différence quand même. Complètement. Alors, on va terminer cette partie avant de... Bon, j'espère qu'on aura le temps de faire un petit peu de... spirituel. Mais c'est pas mon point fort, donc c'est pas grave. Oui, mais c'est pas grave, tu me donneras ton avis sur le sujet. Finalement, donc on a parlé d'épargne, on a parlé d'immobilier, on est allé un petit peu à la frontière de l'investissement. Quels sont les supports en investissement qui t'ont le plus rapporté? On vous dit pas de faire la même chose, hein. C'est son expérience. Alors moi, techniquement, ce qui m'a rapporté le plus d'argent, c'est ce que les gens disent de ne pas faire, c'est la résidence principale.
Parce que moi, ma résidence principale, elle a quasiment doublé de valeur. Donc, il n'y a aucun placement. Bien sûr, il y a des placements qui peuvent faire doubler la valeur, mais pas dans la magnitude des montants qu'on peut mettre dans de l'immobilier. Après, là où j'ai le plus de rendement... Après, je veux dire, c'est l'assurance vie, mais c'est les marchés financiers. Plus que le PEA? L'assurance vie te donne plus que le PEA? Ouais, bah oui, parce que de toute façon, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est que sur l'un, bah, tu peux faire à l'étranger, sur l'autre, tu restes quand même en Europe, quoi. Ouais, bah voilà. Mais du coup, quand je dis c'est quoi la différence, je n'ai pas posé la question parce que je ne connais pas la différence. Non, mais on sait que voilà, ceux qui n'ont pas compris. Mais je veux dire, par exemple, si tu as une assurance vie où il y a que des ETF dedans. Non, mais tu as raison, le rendement, ça reste du 10-12%, les deux supports sur une année. Une bonne année, ça reste toujours les mêmes en moyenne, parce que moi, j'ai commencé, j'ai ouvert des supports longtemps. Donc, par exemple, l'année du Covid, c'était pas 10%, c'était en négatif. Mais. Bon, après, le PEA, il y a moins de frais que sur l'assurance vie. Donc, du coup, normalement, avec les mêmes supports, bah, on devrait avoir un rendement supérieur. Le truc, c'est que moi, sur mon PEA, je l'ai en gestion libre. Donc, c'est moi qui fais ma tambouille. Nice. Et sur l'assurance vie, j'ai plusieurs contrats, parce que l'assurance vie, contrairement au PEA et aux autres supports, on peut en avoir autant qu'on veut. Et donc, comme par rapport à mon budget bento, même avant, j'avais déjà différents contrats, mais je regarde, tu vois, les différents acteurs, comment ils fonctionnent. Donc, je dispatche un peu mes sous et comme ça, je vois comment ça fonctionne. Et c'est vrai que j'ai une assurance vie qui est en gestion pilotée. C'est quasiment que des ETF et la perf, elle est très bonne. Ouais. Ok, d'accord. Tu as un compte titre qu'avec des actions? Est-ce que j'ai un compte titre? Oui, j'ai un compte titre aussi, ouais. Nice. Mais pareil, en fait, mon problème, c'est que j'ai acheté pas mal d'actions pendant le Covid. Et du coup, maintenant, quand je regarde les prix, je suis là, c'est trop cher. Donc, du coup, globalement, si on devait faire ta cartographie sur tes investissements, ok? En pourcentage, c'est quoi ta répartition? En pourcentage, parce que j'ai beaucoup d'immobilier, donc du coup... Grossièrement, bah, Eva. Non, mais je veux dire, forcément, ça sera peut-être 85%, c'est de l'immobilier. Ok. Voilà. Ok. Et donc après, ce qui reste... 85, ouais, si c'est ça. Ouais. 80. Ouais, un bon 85. Ouais, donc... oui. Mais bon, tu as déjà un appartement en région parisienne. Non, c'est... Voilà. Donc 85 l'immobilier, du coup les 15 qui restent. C'est réparti, assurance vie, compte titre, PEA, donc, plan épargne entreprise. Ouais, les marchés le marché financier, ouais. D'accord. Donc pas de business. Ah, je l'ai pas. Si, mais je l'ai pas pris en compte ça. Je l'ai pas pris en compte. Je n'ai pas pris en compte ce que je fais sur mon budget bento. Je prends pas en compte. En fait, quand je regarde mon patrimoine, je regarde vraiment juste. La valeur de mes biens immobiliers et mes valeurs financières. Oui. C'est tout. Mon entreprise, elle n'est pas valorisée, elle n'est pas valorisable, elle est trop petite. Donc, je ne le prends pas. Pour le moment. Le prends pas en compte. Ouais, pour le moment. Ok. Alors, on arrive sur la dernière partie un peu spirituelle. Et du coup, pour moi, conceptuelle. Oui. Peut-être que ça ne sera pas conceptuel. Peut-être que tu vas te dire, bon, qu'est-ce que... Bon, je voulais quand même avoir ton avis sur... L'argent, c'est de l'énergie. On voit beaucoup, bon, certains les appellent des gourous, d'autres des coachs, des coachs qui manifestent l'argent. Alors, il y a plusieurs croyances sur l'argent, Maëva. Je vais t'en donner quelques-unes et tu vas me dire ce que tu en penses. Ok. Yes. Donc Cash Doll, je sais pas si tu la connais, c'est une rappeuse qui vient de Détroit que j'aime beaucoup. Oui. Elle disait que l'argent, il doit être dépensé. Si tu ne dépenses pas, tu n'en as pas. Ça dépend ce qu'elle entend par dépenser. Utiliser, oui. Mais non, elle a bien dit dépenser dans le sens de spend it. Alors, on va dire qu'elle a en partie raison dans le sens où il faut pas que l'argent, ça devienne une frustration, en fait. Donc oui, il faut que ça te permette de t'offrir des choses, etc. Mais après, bon, c'est la mentalité aussi américaine, très consumériste, etc. Alors qu'en France, on sera plus sur, voilà, tu peux profiter de la vie sans nécessairement mettre de l'argent sur la table, tu vois, te balader. Là, tu viens à Paris, tu passes l'après-midi, tu te balades. Bon, tu vas te prendre peut-être une crêpe, mais tu auras quand même passé une bonne journée, tu vois. Donc, mais je dirais quand même plus, je suis pas d'accord que d'accord.
C'est ce que j'allais dire, Ouais. parce que ton visage du début, c'était en mode girl. Non, mais c'est facile à dire pour elle qui a beaucoup de sous, etc. Bien sûr qu'elle peut dépenser, mais en fait, quand les gens ils sont en sécurité financière et qu'ils disent ce genre de phrases-là, c'est comme les gens qui disent oui, non, mais il faut vivre de sa passion, alors qu'ils sont millionnaires. Calmos. Alors, l'argent, c'est de l'énergie et ça s'attire notamment en pratiquant la manifestation. Alors, la manifestation, faut pas que je sois méchante. Non, mais dis ce que tu penses. Pardon. En fait, tout ce qui consiste à ne pas agir, pour moi, c'est tu te ralentis dans ce que tu dois faire. Donc la nana qui va se dire tous les matins, je suis riche, je vais être riche, je vais nanana. En fait, si jamais derrière il n'y a pas d'action, tu mets pas à jour ton CV, tu postules pas, tu ne fais pas un investissement pour ton entreprise, pour la faire grandir, pour faire machin. En fait, s'il n'y a pas d'action derrière, tu peux manifester tout ce que tu veux dans ta tête. Pour moi, il n'y a rien qui va se passer si tu te mets pas en action, en fait. Il faut qu'il y ait de l'action. Donc, les gens qui vont dire oui, une fois j'ai vu une vidéo, une nana elle a planté des fourchettes dans des pots en terre ou je sais pas quoi, avant la pleine lune ou je sais pas quoi. J'ai là, non mais arrêtez-moi ce cinéma, c'est de la sorcellerie. Mais c'est même pas de la sorcellerie, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est bien d'avoir un côté, que ce soit spirituel ou juste psychologique, où tu te mets dans un bon mood, où tu es positive, où tu te dis voilà, moi aussi j'ai droit à ça, de pas être justement dans le truc ah non mais moi je suis au fond du trou, je peux rien faire, etc. Ça je suis d'accord, bien sûr, mais si c'est pas accompagné d'action dans la vraie vie, dans ce que tu peux toucher, le physique, voilà, dans le physique, il y aura pas la transformation. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et pour terminer, du coup, je voulais partager ce point-là avec toi. Tu me diras ce que tu en penses. Il y a un podcasteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Lewis Holmes, qui a notamment fait un podcast sur la manifestation et qui a reçu donc une personne qui travaille sur la manifestation depuis un certain nombre de temps et qui expliquait qu'il y avait 4 choses pour manifester. Déjà, je vais être riche tous les jours devant le miroir, ça va pas fonctionner. Et il disait... On est d'accord là-dessus. Voilà, on est d'accord. Il disait que c'est vraiment 4 choses qui se suivent. Donc, tu as d'abord la sphère spirituelle. Donc, qu'est-ce que toi, tu envoies au créateur, à l'univers? Appelle-le comme tu veux, mais il faut envoyer quelque chose à quelque chose qui est plus grand que toi. D'accord? Sur clairement ce que tu veux. Ensuite, il dit deuxième chose, c'est la certitude. Est-ce que tu es certaine que même si ça se passe pas tout à fait comme tu veux, la réussite, ce succès-là, tu vas l'avoir. Et c'est vraiment zéro doute. Et il utilisait une image qui m'a beaucoup parlé. Il a dit le succès ou la bénédiction ou l'accès à quelque chose que l'on souhaite, il faut le voir, cet élément de certitude-là, comme une entité, d'accord, qui est devant une porte. Et en fait, qui est complètement allergique à l'incertitude. Et dès lors où il y a même une once d'incertitude, elle peut pas ouvrir la porte. Donc, c'est hyper important, la certitude. Ensuite, la prière. Donc, la prière, les gens ils vont te dire, non, mais attends, moi, je fais le chapelet tous les jours, je fais les 5 prières pour les musulmans. Non, c'est vraiment la communication avec un créateur, quelque chose de divin, que l'on considère comme plus grand que soi. Et dernier, hyper important, l'aspect physique. Et il a pris typiquement ton exemple en disant, bah oui, bah si tu fais tout ça, qu'en fait, tu restes devant ta télé, rien va se passer. Et selon toi, pourquoi est-ce que certaines personnes, donc j'imagine que tu es d'accord avec ce qu'il dit globalement, mais pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à activer tous ces éléments-là? Et il disait que vraiment, il faut activer tous ces éléments. Et quand on n'a pas quelque chose ou quelque chose prend du temps à arriver, c'est parce que soit on a activé 3 éléments ou un élément, bref, les 4 éléments sont pas là. Donc toi, pourquoi est-ce que tu penses que t'as certaines personnes qui vont te dire, par exemple, je bosse tous les jours, mais Eva, qu'on vienne pas me dire que non, work hard. Parce que ça, je le fais. Mais ça marche pas, j'y arrive pas. Je pense que le côté certitude,
moi, dans ma vision des choses, je le mettrais dans la partie la vision, en fait. Tu vois, c'est d'avoir une image claire de ce que tu veux faire. Okay. Parce que tu peux travailler tous les jours, mais par exemple, tu peux faire du sport et tu veux, par exemple, avoir des bras musclés, mais tous les jours, tu fais que du vélo. Et tu dis, ouais, mais j'ai pas les bras musclés alors que je fais du sport tous les jours. Oui, mais en fait, tu voulais des jambes musclées ou des bras musclés. Et donc, finalement, c'est l'adéquation entre tes objectifs et tes actions. Parce que travailler, tout le monde travaille. C'est bon, tout le monde travaille, oui. La majorité des gens travaillent, bien sûr, il y a des gens qui sont plus feignants que d'autres, mais tout le monde travaille, tout le monde essaye de s'en sortir plus ou moins. Mais est-ce que tes actions, finalement, elles sont alignées avec tes objectifs? Et aussi, est-ce que tu as pensé entre les deux? Parce que tu as tes actions, mais c'est pas une action ponctuelle, c'est une stratégie que tu dois mettre en place qui te fait arriver jusqu'à ton objectif. Donc, moi, je le dis pas dans les termes spirituels parce que je suis pas quelqu'un qui suis dans cette thématique-là, mais finalement, tu peux les rattacher à des choses beaucoup plus terre à terre, qui est de dire, j'ai des actions, j'ai un objectif, et il y a aussi tous les jalons qu'il va y avoir entre mon action d'aujourd'hui, samedi, tel jour, et l'objectif dans lequel je veux aller. C'est quoi mon échéance? Parce que tu vas pas fournir le même effort si tu veux avoir, je dis n'importe quoi, tu vas acheter ta résidence principale dans 6 mois, ou si tu veux l'acheter dans 10 ans. Tu vas pas mettre le même effort, donc ton horizon. C'est ça aussi la vision, c'est de se dire, mais il y a plein de gens qui ont juste envie d'avoir de l'argent. Mais déjà dans leur vie de tous les jours, le peu d'argent qu'ils ont, ils font rien avec. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont réussir à avoir plus d'argent au final? Pour continuer à rien faire avec? Et tu vois, on en revient au truc de tout à l'heure où on parlait des 10 €. Finalement, c'est le truc de se dire, mais si tu n'arrives pas à économiser 10 €, qu'est-ce qui va faire que je vais réussir à économiser 1 000 €? Non, je suis d'accord. Rien. Tu vois, donc finalement, c'est vraiment d'être intentionnel et de se dire, je fais ça, mon objectif c'est ça, c'est à telle échéance et je le fais pour ça. Pour pouvoir faire ça, pour ouvrir telle porte, pour pouvoir sécuriser l'avenir de mes enfants, pour pouvoir avoir un lieu de vie qui soit plus relaxant, où il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai envie d'une maison. Enfin voilà, il faut avoir un objectif, il faut avoir des objectifs clairs. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'objectifs clairs en vrai. C'est vrai. Et du coup, ils ont des actions qui sont désordonnées parce que finalement, ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils vont. Une fois, j'avais entendu quelqu'un qui disait oui, c'est comme si tu montes dans un taxi et tu dis au taxi, rouler. C'est ça. Après, tu dis, ouais, mais c'est pas là que je voulais aller. Mais pas donné d'adresse. Pas donné d'instruction, donc c'est normal. Ouais. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je pense que c'est un manque de clarté. Et même moi, des fois, je me dis, des fois, je suis vraiment relax sur ce que je me dis, vas-y, je m'en fous. Mais c'est vrai que quand on est dans des moments où on est beaucoup plus focalisé sur un truc très précis, on est beaucoup plus efficace et on a beaucoup plus de résultats que quand on est dispersé ou qu'on essaie de faire des choses que les autres veulent faire finalement. Tu vois, Absolument. Par exemple, tu vois des gens qui sont sur les réseaux et tu dis, ouais, moi aussi, je vais être sur les réseaux. Mais en fait, tu n'avais aucune appétence pour ça. C'est juste, tu as vu quelqu'un qui va le faire. Tu t'es pas posé la question, mais est-ce que ça va avec ma personnalité? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Qu'est-ce que j'en attends? C'est juste, comme les autres, ils font, moi aussi, je fais. C'est ça. Ou parce qu'on dirait qu'il y a l'argent là-bas, donc je vais aller chercher mon argent aussi. Oui, voilà, mais sans intention. Exactement. Bon, ça, il y en a pléthore. Et je me dis, bon, après, c'est pas... Nous, peut-être qu'on est un petit peu plus âgés, donc on a ce mindset-là de vouloir construire dans la durée, d'avoir de mettre en place quelque chose de pérenne, mais on est quand même dans la culture de je vais faire ça maintenant et puis je verrai après ce qui va arriver, tu vois. Ouais, mais bon, pourquoi tu fais ce que tu... Pourquoi sur tes 24 heures, bon, t'enlèves la partie où tu dors, dans les peut-être plus... Ouais, bon, dans les heures où t'es réveillé, je suis nulle en calcul mental, dans les heures où t'es réveillé, en fait, où est-ce que tu vas mettre ton énergie? Ouais. Non, et ça, tout le monde doit le faire, quel que soit l'âge, quel que soit ton niveau de maturité, quel que soit ton niveau de réalisation dans la vie. C'est toi qui choisis comment tu utilises ton temps. Parce que même quand tu es au travail, moi, je me sens, j'avais une collègue, elle était plus jeune que moi, et elle reprenait mon poste, mais je lui disais, tu sais, chacun fait son poste. Parce que dans un poste, tu peux faire 1000 tâches.
Mais comment est-ce que tu vas, finalement, enfin, quand t'es cadre, après, bon, quand t'es opérateur dans une usine et que tu dois visser, bon, là, t'as pas trop de... Ça la chaîne. Voilà. Mais quand t'as un travail, voilà, où t'es au bureau, etc., tu choisis comment est-ce que tu vas faire... là où tu vas mettre plus d'énergie. Moi, quand j'ai commencé dans ma boîte, tout à l'heure, on en parlait, ils cherchaient et une assistante commerciale et un commercial un peu junior, tu vois, un chef de produit junior, on va dire ça comme ça. Mais moi, j'ai pas fait un bac+5 pour faire assistante commerciale, en fait. Donc, leur truc d'assistante, je faisais vraiment le strict minimum, genre envoyer des invitations, entrée d'agenda, des trucs comme ça. Mais je consacrais même pas 5% de mon temps à ça. J'ai passé beaucoup plus de temps sur la partie gestionnaire un peu de produits, commercial junior. Et ils ont vu que c'était là que j'étais bonne et c'est là qu'ils m'ont donné plus de responsabilités. Exactement. Savoir où sont ses priorités. Voilà, être intentionnel. Être intentionnel, oui. Ok. Conclusion. Qu'est-ce que l'argent t'a appris ? Ça fait longtemps que tu as investi. Qu'est-ce que l'argent t'a appris finalement ? Maintenant que voilà, tu as pas mal d'investissements, je pense que je peux dire de façon très juste que tu comprends comment l'argent fonctionne. Donc, qu'est-ce que l'argent t'a appris finalement ? Alors, j'ai pas envie de faire une conclusion négative, parce que moi, la première chose qui viendrait sera un peu négative, parce que je me dis, finalement, avec tous les investissements que j'ai, avec tout le patrimoine que j'ai aujourd'hui, je me sens toujours pas genre hors de danger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, j'ai compris. Bon, il y a un peu de psychologie dedans. Oui, là, il y a complètement il y a de la psychologie dedans, mais pas que dans le sens où, finalement, ça te renvoie quand même à ta condition du fait que moi, je viens pas d'une famille où il y avait de l'argent. Et donc, même avec tous les efforts que j'ai faits, finalement, quelqu'un qui a fait beaucoup moins d'efforts que moi peut toujours avoir plus de patrimoine que moi parce que hérité des grands-parents, qui ont eux-mêmes hérité des grands-parents, etc. Donc, c'est ça un peu le lot des gens qui viennent des familles modestes ou qui viennent de familles immigrées, par exemple, où les parents, ils ont dû malheureusement recommencer de zéro. Ou quand tu comprends comment fonctionne l'argent, tu comprends que t'es pas parti à la ligne de départ, en fait. T'es parti loin, 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 loin derrière. Et que finalement, même en ayant fait beaucoup d'efforts, peut-être que là, finalement, en une génération, j'aurais réussi à rattraper certainement le retard et mon fils va se retrouver au même niveau que d'autres personnes aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire ? Mais que plus tu comprends comment fonctionne l'argent et que c'est un multiplicateur, et donc finalement, les personnes qui commencent à 1 ou la personne qui commence à 1000, même si tu fais x 1000, quand tu fais 1000 fois 1000 et quand tu fais 1 fois 1000, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est tu vois, les intérêts composés de génération en génération. Donc, c'est ça un peu ma conclusion. Quand tu comprends vraiment comment ce jeu-là fonctionne, parce que c'est un jeu, hein, quand tu comprends comment ce jeu-là fonctionne, tu comprends que l'effort que tu vas devoir fournir pour rattraper un certain niveau, il va vraiment être pratiquement surhumain, quoi. Oui, et qui se fait aussi sur plusieurs générations. Je pense que c'est ce que moi, je n'arrête pas de dire aux personnes qui sont issues de la communauté. C'est vraiment, enfin, on peut pas regarder des familles comme les Bernard Arnault et s'identifier à eux. On parle de familles qui ont tiré leur business, notamment de la traite négrière. Donc, on ne peut pas, c'est vraiment sur plusieurs générations, ils ont eu beaucoup de pertes aussi, mais ils ont su à chaque fois rebondir, tu vois. Et je pense effectivement que tu as raison. Mon père, lui, qui était un transclasse, du bon côté. Tout à l'heure, tu disais que ton père était middle class et que vous avez quand même pu voyager. Moi, mon père, c'était ultime pauvreté, hein. Donc, je pense que, effectivement, quand tu pars de ultime pauvreté à beaucoup de richesse, ça te fait quand même quelque chose dans la tête et je pense que ça peut ne pas être pérenne sur la durée. Donc, je pense que chacun a son parcours pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Et effectivement, les gens, on choisit pas sa naissance, il va pas y avoir le même résultat, mais ça se construit vraiment dans la durée. C'est ce qu'il faut, je pense, c'est la persévérance. En fait, en gros, et pour finir sur une note plus positive, c'est vraiment l'importance de la persévérance. Absolument. Tout à l'heure, on a parlé de la vision, vraiment de pas s'arrêter. Je pense que quand on vient d'un milieu modeste ou en tout cas où on n'a pas pas privilégié, il faut vraiment avoir une vision ambitieuse. Parce que les obstacles qu'il va avoir pour y arriver, c'est à la hauteur de la vision. Voilà, si on vise tout petit là, et on va se rendre compte que finalement ton grand à toi, c'est le tout petit minuscule
de quelqu'un d'autre. Donc, il faut vraiment essayer de viser loin. Et j'aime pas l'expression « on va viser la lune pour atteindre les étoiles ». Moi non plus. Parce qu'elle est tellement fausse. Les étoiles sont tellement plus loin que la lune. Et elles sont autant impressionnantes que la lune, je pense, en vrai. Mais plus, parce que justement, on les voit de tellement loin. Donc, arrêtez d'utiliser cette expression, s'il vous plaît. Ouais. C'est marrant parce que je ne l'utilise pas du tout. Moi, c'est vraiment... Ouais. Moi, c'est plutôt elle, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Pour pas perdre, parce qu'il y a des gens des need a reality check, hein, oui, franchement. Oui. Bon, ça, ce sera une conversation pour une autre fois. Est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être, ou non? Ou est-ce qu'on passe directement au jeu et après, je te donnerai ton cadeau et tu auras l'occasion, si tu veux, soit de me poser une ou deux questions, soit de me donner une citation pour dire, enfin, afin que je dise ce que je pense de la citation. Bah, je vais faire juste un petit mot de la fin très rapide. C'est plus, je pense, concentrez-vous beaucoup sur vous, parce qu'il y a des personnes il y a des personnes qui essayent, voilà, oui, je vais faire les choses mieux pour mes enfants, mais commencez par vous, en fait, parce que c'est ce que vous avez que vous pourrez transmettre à vos enfants. Vous ne pourrez pas transmettre quelque chose que vous n'avez pas, en fait. Donc, je dirais ça comme mot, voilà, faites-vous confiance, ça va bien se passer. Super. Bon, on passe au jeu en face de toi qu'on ne présente plus. Je te laisse tirer une carte. Je vois que ce sont les cartes rouges. Parce que moi aussi, j'ai le jeu. Hein. Super. Alors, hey, Joker. Oh my God. Donc, ça veut dire que c'est à moi de tirer. Et si et la prochaine carte que tu tireras, tu pourras utiliser ton Joker si tu veux. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, ok. Je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne, mais moi, j'ai décidé que ça fonctionne comme ça. Non, mais je vais essayer de répondre à une question quand même. Alors, vas-y. Tes enfants te surprennent en train de faire l'amour, tu fais quoi? Les amis, moi je suis africaine, hein, plus mal à l'aise, je serais dans un état, ça va tout couper, je sais pas, rien que l'idée, rien que l'image, je me dis non, je serais pas bien, c'est sûr qu'on va arrêter directement, je suis africaine. Moi aussi, il faut que je réponde. Bah, si tu veux, sinon... Non, mais moi, pareil, c'est... C'est ça. Exactement. Ensuite, quelle est ta pire expérience sexuelle? Je vais prendre mon joker pour celle-là. Je vais prendre une autre question. Non, mais... Je sais pas si... Je m'en souviens pas. Alors, pour ou contre une sextape en couple? Alors, moi, je vais dire contre, mais c'est juste parce que je suis trop complexée. Et du coup, en fait, le regarder, ça m'intéresserait tellement pas que voilà. Donc, non, on est bien, nous deux. Il n'y a pas besoin d'un troisième œil en train de surveiller. Ok. Bon, on arrive à la fin. Je vais te donner ton cadeau et ensuite, bah, tu me dis si tu veux me poser une question ou... Alors, les cadeaux... C'est parce que j'admire toutes les personnes qui viennent dans ce podcast. Je suis extrêmement contente que tu sois venue. Tu es plus que légitime dans ce que tu fais. Alors, c'est pas grand-chose. C'est le geste qui compte. Voilà. Mais moi, tu sais, je fais partie des gens, je dis, il faut surtout pas me dire ça, que c'est le geste qui compte. Pourquoi? Parce que ça doit être un cadeau flingué. Donc... c'est très mignon. Voilà, c'est l'attention, c'est une petite attention. Je t'ai pris une petite déco, je me suis dit, bon, comme she's a boss, elle est souvent peut-être au bureau ou en télétravail. Oui, je suis beaucoup en télétravail, effectivement. Une bougie, parce que j'aime beaucoup les bougies. Je trouve que, en fait, j'utilise chez moi pour sentir bon. Tu peux ouvrir? Monoï, j'ai écrit dessus. Ça sent très, très bon. Bon, vous ne le sentez pas à travers le podcast, bien entendu, mais... Voilà, et j'ai pris une bougie que j'aurais pris même pour moi, hein, parce que je suis très attentive à ça. Et je suis assortie avec toi, je crois. Un petit... Ah, oui, c'est les mêmes couleurs, plus ou moins, ouais. Un petit carnet, parce Merci. que je sais que tu fais des bootcamps, et quelquefois tu fais des ateliers, donc c'était un carnet pour faire tes petites notes. Je suis une fanatique de carnet, donc voilà. Ne t'inquiète pas, j'ai toujours des choses à noter. D'ailleurs, j'aime bien noter parce qu'après, quand tu les retrouves très longtemps plus tard, tu sais, tout à l'heure, on parlait de la vision. J'avais fait un tableau où j'avais écrit 30 ans, 35 ans, 40, 45 ans, un truc comme ça. Et en fait, j'ai regardé tout ce que j'ai écrit dedans. Et franchement,
4/5 se sont produits. Wow. Mais tu sais que c'est marrant que tu dises ça pour terminer, c'est que la notion, moi je fais beaucoup de journaling, d'accord, mais c'est plus pour déverser mes émotions positives comme négatives. Je connais bien la notion de vision board et tout. J'ai jamais fait de vision board parce que mes vision boards ne se sont jamais réalisés. J'ai eu mieux que mes vision boards. Et donc à un moment, je me suis dit non mais attends, tu as une vision qui est déjà restreinte pour toi et peut-être que juste le créateur a beaucoup plus pour toi. Donc, je fais vraiment partie des gens qui te disent, moi, 0 de ma vision, mais positivement, 0 de ma vision, c'est réalisé. En revanche, j'ai eu plus que la vision, tu vois. Donc, non, moi, je suis, tu sais, comme si je suis très, très à terre. Donc, le fait déjà que ce que j'ai écrit se soit réalisé, j'étais très contente. Non, mais t'es pas la seule, en fait. Je disais ça pour dire que t'es pas la seule. Et c'est pour ça que moi, je faisais. Parce que autour de moi, il y en a, ils te disent même pas 90, ils te disent 100% ce que j'ai écrit, ça s'est réalisé, tu vois. Donc, c'est un outil qui est puissant. La partie que c'est pas réalisé, c'est que j'ai pris du poids. Au lieu de stabiliser mon poids. Okay. Donc, c'est quelque chose de vraiment pas très grave. Ok. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a fait plaisir d'être là. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis extrêmement contente de t'avoir eu dans ce podcast. Mais moi, je dois te poser une question. Oui. Ok. Je voulais dire que tu es compétente, tu as toute la légitimité. Si des gens se posent la question encore de la légitimité de Maëva, moi, tu m'as franchement impressionnée. Tu connais ton sujet et ça se voit que ça fait longtemps que tu fais ça, mais au-delà que ça fait longtemps, tu sais de quoi tu parles. Donc, merci d'être venu partager un petit peu de cette connaissance-là gratuitement. De rien. Alors, du coup, la question que j'aimerais bien te poser... question, ok. Oui, je vais te poser une question. Ouais, parce que j'ai pas de citation en tête. Je suis vraiment pas une artiste. J'aimerais bien savoir ce qui t'a motivé à créer ce podcast et qu'est-ce que t'en attends finalement. Ok. Alors, ce qui m'a motivé à sortir ce podcast, c'est que je me nourris des discussions. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, j'aime apprendre et j'ai réalisé que j'apprenais plus des discussions que d'autres choses. Donc, qu'est-ce que j'espère déjà obtenir de ce podcast, c'est d'avoir des conversations qui, moi, vont nourrir en fait mon intellect. C'est pour ça que toutes les personnes qui viennent ici, j'ai une profonde admiration, soit pour le travail, soit pour la personnalité. C'est pas purement que de l'intellect, mais c'est aussi apprendre de la vie des autres. Et aussi, j'espère que les personnes qui sont en face et qui regardent ces podcasts-là vont se dire, soit j'ai appris quelque chose, soit ils vont mieux développer leur esprit critique. Je suis une personne qui a un esprit critique envers elle-même. Je pratique beaucoup de discours intérieurs. J'aime beaucoup aussi questionner les autres. C'est pour ça que souvent, les gens pourraient croire que je titille, mais je ne titille pas. J'essaie vraiment d'aller au bout des choses parce que je nourris aussi ma curiosité. Et j'espère que la personne qui regardera se dira, j'ai appris quelque chose. Ou peut-être que j'avais un avis sur ce sujet-là, peut-être que c'est faux, peut-être qu'il faut que je me renseigne mieux. Parce que moi, quand je sors de ces conversations-là, je suis en fait dans cet état-là. Et j'espère aussi que les gens qui sont là et qui aiment vont s'abonner. Et ceux qui viennent tous les jours regarder mais qui ne s'abonnent pas, les amis, ce n'est pas bien. Venez vous abonner. Merci pour ta réponse. Et puis, quand tu as dit oui, je suis quelqu'un de très curieuse, etc., je l'ai vu parce que j'ai eu la chance du coup d'écouter un peu la fin de l'interview précédente. Et tes questions sont très intéressantes, bien structurées, etc. Donc, c'était vraiment un plaisir de faire le podcast avec toi. Et même d'écouter le précédent du coup. Merci, c'est très gentil. Les amis, c'est la fin du podcast. J'espère que vous avez apprécié. Je répète, ceux qui viennent toujours regarder le podcast, qui ne s'abonnent pas, abonnez-vous. C'est hyper important. Faisons grandir la communauté. Je compte sur vous. Donc d'ici la prochaine saison, parce qu'en fait, Vanessa, Vanessa. Tu sais pourquoi j'ai dit Vanessa? J'ai une copine qui s'appelle Vanessa Money and Mindset. Ah. Voilà. Et donc, elle te connaît. Bref, Maëva. On comprend pas ça. J'ai cru que tu parlais de quelqu'un d'autre. Maëva,
Tu es la dernière personne donc qui va clôturer la saison 2 du podcast. Donc les amis, la prochaine fois que vous me voyez, on sera dans la nouvelle saison du podcast. Donc restez connectés. Merci encore Vanessa et je vous dis à bientôt les Vanessa. Oh my god. Bye Vanessa. Merci encore Maëva et je vous dis à bientôt les amis. Il faut que je parte, je suis fatiguée. Non mais c'est vrai. Non mais c'est la